C'est bon. Waouh, Allez, ça marche. On y va. C'est terrible. Bon. Bonjour Ça à tous. fonctionne. Bienvenue ici au marché Off. Vous êtes sur une grande journée de dépistage et d'incitation au dépistage de l'hépatite C d'une campagne qui s'appelle Savoir c'est guérir. Je suis Frédéric Chaffray, je suis cofondateur de cette campagne avec mes amis Emmanuel Hoff et Julie qui sont là et que je remercie d'être à mes côtés. Et au cours de cette journée, on a voulu pas que parler que de l'hépatite C et pas que proposer des dépistages simplement, mais vraiment vous parler de la santé des gens et comment être un peu acteur de sa santé. Alors l'hépatite C, c'est très bien, on peut en guérir maintenant, il faut le savoir très rapidement avec un test très simple. Vous pouvez d'ailleurs vous faire dépister dehors, il y a des camping-cars de dépistage. C'est en 20 minutes on sait si on a une hépatite C et si on peut en guérir très facilement derrière ou pas. Et derrière, on va vous proposer aujourd'hui donc la deuxième table ronde de la journée sur un thème particulier qui est la santé et le bien-être au travail. Alors où on en est, voilà, donc on accueille des intervenants, des partenaires qui nous ont rejoints dans le cadre de cette campagne Savoir c'est guérir et à qui donc je laisse la parole. Oui. Alors Frédéric, juste avant de nous laisser la parole, je pense qu'il serait bon que tu rappelles que tu es également président de SOS Hépatite, l'association des patients, effectivement, en Alsace-Lorraine. Voilà, et qui est un grand partenaire de la campagne. Voilà, mais la campagne, c'est une fédération d'un ensemble d'acteurs. C'est SOS Hépatite, c'est Culture Angel, c'est les assurances du Crédit Mutuel, c'est l'Agence régionale de santé, c'est la CPAM, c'est la ville de Strasbourg qui nous accueille encore aujourd'hui, c'est BioVallée France. Voilà, beaucoup de partenaires, j'en oublie sûrement encore. Oui. Voilà, merci pour cette présentation et pour le lancement de ce deuxième table ronde. Alors, donc on va parler d'un tout autre sujet. Il s'agit de la santé et le bien-être au travail. En fait, c'est quand même un sujet qui n'est pas simple dans la mesure où il y a à la fois des lois qui balisent la question de la santé et puis le bien-être. Après, s'agissant du bien-être, on peut encore se poser des questions, même si là aussi il y a des balises, il y a des repères. Qu'est-ce que le bien-être au travail, hein? Est-ce que c'est quelque chose uniquement de psychologique? Est-ce que c'est encore autre chose? Bon, on n'est pas dans un désert quand même, hein. Là aussi il y a des repères, il y a des obligations. Et finalement, je crois qu'aujourd'hui, ce qui peut être un point commun pour tous, c'est que la santé au travail, le bien-être au travail, ce n'est pas une option, c'est devenu quand même une obligation, me semble-t-il, hein. Et de plus en plus, et il y a des lois d'ailleurs qui font de ce parcours-là. Mais le plus important, les lois, vous pouvez les retrouver en vous renseignant sur Internet et partout, c'est d'en discuter, c'est de savoir de quoi il s'agit en fait. De quoi on parle quand on parle de bien-être et de santé au travail, hein. Comment les uns et les autres, vous abordez ce sujet-là, et puis comment nous, citoyens, travailleurs, collaborateurs ou employeurs aussi, en quoi ça peut nous concerner. Et sans oublier, à un moment donné, l'articulation à la campagne qui nous a fait venir ici. Alors, je vais commencer par les dames pour la présentation. Fanny, je vais vous laisser vous présenter. Waouh, 3 micros en même temps. Merci. Bonjour à tous. Donc moi c'est Fanny Longaret. Donc je suis citoyenne strasbourgeoise déjà. Oui. Pour commencer, et je travaille dans le milieu associatif depuis une dizaine d'années, notamment comme responsable associative, responsable d'équipe. Donc j'ai eu l'habitude de travailler avec des groupes dans la diversité. Et la question de santé est toujours omniprésente. Voilà. D'accord. Philippe Lison. Petit souci technique. Ça marche, c'est juste voilà, que parfois bon. on se prend les pieds dans les... Voilà, mais ça va. Là, en l'occurrence, c'est le fil. Voilà, donc je m'appelle Philippe Lison. Donc j'interviens aujourd'hui parce que effectivement, le fonds de dotation des assurances du Crédit Mutuel soutient les opérations de Savoir c'est guérir. Mais je voudrais vous parler plutôt de l'angle assureur cette fois-ci, puisque dans le cadre de l'activité de notre compagnie d'assurance, on a un volet important sur la protection sociale et environ 1 million de personnes qui sont protégées par nos contrats. Et ça donne l'occasion, dans l'entreprise, de nombreux échanges avec les structures de ressources humaines. Donc je voudrais vous apporter un témoignage sur leurs attentes de ce côté-là. Alors ça va être très intéressant parce que d'une part, on va avoir à la fois un aperçu des solutions que vous apportez, produits, solutions, démarches, qu'importe, que vous apportez, et de ce que j'entends pour le moment, en plus de ça, de comment ça se met en place à l'intérieur dans une entreprise.
l'assureur que vous êtes, comment ça se met en place avec les RH, avec d'autres équipes, avec les équipes commerciales, je ne sais pas. Comment ça se met en place pour que ça arrive à nous citoyens? Si vous voulez bien, on va juste terminer la présentation et j'adorerais que vous nous en parliez après. Je reste la bouche ouverte. Ok, parfait. Alors Emmanuel Hoff, on fait comme si on ne t'avait pas déjà présenté. Emmanuel Hoff, donc je te laisse te présenter. Merci Nadia. Alors oui, Emmanuel Hoff, je suis cofondateur, comme l'a dit Frédéric, de cette campagne Savoir c'est guérir. Mais aujourd'hui, sur cette table ronde, je me présente en tant qu'expert en stratégie. Donc j'accompagne des entreprises, des collectivités ou des projets à savoir justement se positionner pour pouvoir imaginer leur présent et leur futur. Et je parlerai, en tout cas j'essaierai de parler de RSE, d'utilité, d'impact, d'amélioration des impacts. En tout cas, comment est-ce qu'une entreprise se vit ou veut se survivre autour de la question de l'amélioration des conditions et de l'engagement. Voilà, alors quand on parle RSE, pour qu'on sache tous ce dont il s'agit, c'est bien de la responsabilité sociétale des entreprises. Exactement. Ok, alors on continue par Guillaume. Guillaume, donc ce n'est pas Fati, comme je l'avais présenté tout à l'heure, mais Faki. Voilà, Guillaume Faki. Alors, je représente aujourd'hui BioVallée France, Oui. un cluster dans le domaine de la santé du Grand Est. Donc, on est une association qui est représentant un écosystème de santé, et notamment des entreprises et des laboratoires de recherche publique, des hôpitaux, des associations de patients. Et donc, pour nous, la thématique de la santé et du bien-être au travail est une question à plusieurs facettes. Oui. Pour ajouter à ce qui a déjà été évoqué, il y a effectivement le côté RSE. Il y a aussi ça devient un facteur d'attractivité pour attirer des talents dans l'entreprise. Donc c'est aussi un prisme économique de pouvoir attirer les meilleurs talents dans son entreprise. Et je pense qu'on est dans une génération qui cherche de la création de valeur morale aussi dans l'entreprise. Et donc aujourd'hui, attirer des talents dans son entreprise, ça passe aussi par offrir un cadre de développement de la personne au sein de l'entreprise. Alors, une génération qui est à la recherche de valeurs morales, hein. Voilà, c'est bon. Une génération qui est à la recherche de valeurs morales. Donc, on va essayer de donner du corps à cette idée-là, hein. En fait, c'est-à-dire que se tuer au boulot, ça, on n'en veut plus, en gros, pour cette génération. Donc, elle est aussi dans une démarche clientéliste, c'est-à-dire qu'elle voit l'entreprise. Si le terrain de l'entreprise ne lui convient pas, elle va voir ailleurs. Et donc, est-ce que, Guillaume, vous pouvez nous donner des idées, un exemple concret sur ce qui se met en place dans les entreprises, justement, pour fidéliser, capter à la fois les talents, les collaborateurs et les fidéliser? Alors, ça passe dans ce domaine-là, bien sûr. Hein. Oui, ça peut passer par différentes choses. Ça peut être, par exemple, de leur permettre de porter des projets, des projets internes. Alors, on peut parler d'intrapreneuriat, et donc de favoriser l'expression et la créativité des gens dans l'entreprise sur des sujets qui ne sont pas forcément le cœur de développement de la société, mais qui peuvent, à terme, amener une solution qui peut être déployée sur l'entreprise. Donc, c'est de leur dégager du temps pour qu'ils puissent se consacrer à des projets qui leur tiennent à cœur et qui leur permettent aussi potentiellement de développer d'autres compétences et de rencontrer d'autres personnes de l'entreprise dans d'autres services. Donc ça fait effet boule de neige, ça décloisonne aussi beaucoup l'entreprise dans toutes ses dimensions, RH, administratif financier, R&D, production, qualité, etc. Les gens ne se connaissent pas forcément. Et de pouvoir travailler sur des projets transversaux permet aussi justement un échange et une meilleure connaissance de son entreprise au final. Donc ça, c'est le premier point. Et puis après, nous, on travaille sur un projet qui est la réhabilitation du site des hospices des hôpitaux universitaires de Strasbourg, pour en faire un lieu d'innovation en santé, avec la construction de 30 000 m² pour accueillir des entreprises. Et donc, on travaille avec la CERS et l'Eurométropole de Strasbourg sur la construction et la rénovation de bâtiments. Et on a fait le choix de ne pas avoir une approche que architecturale, mais de penser au parcours de vie des personnes dans ces bâtiments-là, pour favoriser le bien-être et pour favoriser aussi l'échange entre les différentes parties prenantes, les entreprises, mais autour de ça, il y a l'hôpital, donc les médecins, les patients, les chercheurs, et favoriser du coup cette fertilisation croisée pour faire sortir des nouvelles innovations. Est-ce que ça veut dire dans cette approche qu'on est dans une conception, par exemple, du lieu du travail ou du lieu de soins comme un lieu de vie?
Totalement. Oui. Totalement. Ça change complètement la donne. Oui. Ça change la donne et je pense que c'est aussi un facteur de productivité. Quelqu'un qui se sent bien dans son travail va être plus productif que quelqu'un qui ne se sent pas bien dans son travail. Et de la même manière, aujourd'hui, on a certains membres qui travaillent sur des métiers plus difficiles, sur de la production par exemple, avec des gestes qui peuvent être très répétitifs et une cadence très élevée. Et donc, ils cherchent aussi à pouvoir améliorer les conditions de travail de leurs employés pour éviter qu'ils déclenchent des maladies professionnelles. Donc, c'est des facteurs aussi de réduire le risque et augmenter la productivité des sites, puisqu'on s'inscrit aussi dans une compétition mondiale. Et donc, pouvoir trouver des leviers qui, à la fois, augmentent la santé et le bien-être des personnes et permettent de rester compétitifs à l'échelle mondiale, c'est aussi un enjeu du territoire de la France pour rester dans les pays en tête de peloton pour le côté économique. Oui, donc Guillaume, en fait, avec le témoignage que vous apportez, moi, ce que je retiens pour l'instant, c'est que, quand je disais tout à l'heure, le bien-être et la santé au travail, ce n'est plus une option, c'est une obligation. C'est qu'en fait, aujourd'hui, on prend en compte dans l'entreprise ou dans l'institution, qu'importe, dans le lieu où on travaille, la santé et le bien-être autrement que par la présence seulement du médecin, de l'infirmerie. C'est tout un environnement qu'on doit penser. Ce sont d'autres initiatives aussi, telles que celle que vous avez citée pour l'entrepreneuriat. C'est vraiment une réflexion globale, finalement, hein. Alors, Emmanuel, comment est-ce que cette dimension santé, bien-être au travail se traduit ou trouve sa présence dans des stratégies de RSE pour les entreprises ? Guillaume parlait tout à l'heure d'un lieu de vie, l'entreprise comme nouveau lieu de vie. Oui. En fait, on peut l'élargir au concept d'émancipation. On est d'accord tous ensemble que là où on travaille, c'est le lieu où on passe le plus clair de son temps pendant la journée, pendant la semaine, pendant le mois, pendant l'année, et qu'on est à la recherche d'un endroit qui nous donne envie de revenir, d'un endroit qui nous donne envie d'acquérir de nouvelles compétences et de s'épanouir. Oui. On a aussi une autre chance, c'est que la société d'aujourd'hui est dans la collaboration, a envie de créer des choses ensemble et de se fédérer autour de choses communes. Et l'entreprise est en train de prendre un usage qu'elle n'avait pas avant, qui était un lieu d'émancipation, c'est-à-dire comment j'acquiers une valeur ajoutée pour moi. Oui. D'abord, on ne va pas changer l'humain et l'humain, mais également comment est-ce que je peux me fédérer aux autres pour que ce soit une action dans laquelle je puisse m'épanouir, être mieux vu, peut-être être mieux perçu, mais en tout cas avoir un combat collectif. Oui. Et c'est dans ce cadre-là que le législateur a aussi imposé un cadre qu'on appelle la RSE, qui propose des critères d'amélioration de ce lieu de vie, qui est le lieu de travail, pour pouvoir, pas forcer, parce que les entreprises aujourd'hui ont compris que c'est une matière d'efficience et de productivité, mais un cadre qui permet d'accompagner et de rendre efficaces des actions pour améliorer la vie, la qualité de vie, la manière dont on travaille et peut-être les valeurs qui donnent envie de s'engager. Après, on peut parler de l'environnement, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. D'accord. Fanny, est-ce que dans le milieu associatif dans lequel vous exercez, est-ce que, comment vous voyez ce qui a été dit rapporté à votre expérience sur le terrain, de ce que vous voyez, de ce que vous avez vécu, sur la question du bien-être et de la santé au travail? Alors, comme dans le milieu de l'entreprise, je pense que la question du bien-être au travail, elle est omniprésente, et d'autant plus dans le milieu associatif où on accompagne souvent des publics fragiles, où nous-mêmes pouvons accompagner des équipes fragilisées. Et du coup, moi, je pense aussi l'important est de parler aussi de la question d'engagement et de salariat. Parce que quand on est engagé dans un travail, on a aussi le droit à la déconnexion. Donc ce que moi j'essaye aussi d'apporter dans le milieu associatif ou à mes équipes en tant que responsable associatif, c'est aussi le cadre sécurisant qu'on peut apporter pour un bien-être dans son travail. Parce que déconnexion dans l'engagement, c'est parfois pas simple. Pas simple quand on s'engage au-delà, dans des horaires aussi qui vont être... clair. Donc c'est aussi permettre à l'équipe et dans une intelligence collective de décider d'un cadre sécurisant qu'on décide ensemble et des outils permettant une déconnexion. Donc c'est toute cette mise en place, je pense, dans le milieu associatif qui permet la sécurité aussi émotionnelle et un bien-être qui va être plus global, je pense. Oui. Alors si on reste sur cette idée, Fanny, alors essayez de nous prendre par la main, de venir avec vous. On imagine qu'on est avec vous.
dans votre association, dans votre entreprise. Qu'est-ce que vous mettez en place quand vous dites, par exemple, on réfléchit ensemble à quelque chose de sécurisant, finalement on pousse, moi c'est ce que je comprends, c'est que vous dites engagement, d'accord, travail, d'accord, mais déconnectez-vous. Enfin, comment ça se passe ? Pour moi, la priorité, je pense, dans un groupe, dans un travail, c'est d'offrir un cadre. Donc, le cadre, il est pour moi décidé dans un groupe par le groupe. Donc, c'est pas le responsable qui va le décider, c'est acté par chacun. Donc, chacun va mettre ses besoins sur la table, ses besoins émotionnels, ses besoins de déconnexion, ses besoins de temps, de rythme, etc. Et chacun pourra dire oui, je valide ce cadre. Une fois que chacun a validé, c'est quelque chose qui nous suit, c'est un fil conducteur qui va nous permettre d'être sécurisés dans notre groupe. Donc moi, j'aime fonctionner comme ça. Pour moi, c'est des outils en intelligence collective qui sont fondamentaux pour pouvoir ensuite se permettre de déconnecter, de vivre les choses peut-être plus simplement aussi. Oui, voilà. oui. C'est le cadre. D'accord. Alors Philippe Lison, justement, les assurances, quand on pense assurance, on pense quand même sécurité, on pense... Voilà, c'est un mot pour nous qui évoque cela. Et je disais tout à l'heure, c'est intéressant d'abord de connaître, de savoir ce que vous proposez, bien évidemment, mais comment ça se met en place dans la réflexion en interne dans l'entreprise avec la RH ? Vous avez commencé à parler de ça tout à l'heure. Oui, alors je vais remettre un peu les choses de manière un peu plus pragmatique. Oui. Bon, déjà, je pense que les situations sont très différentes selon les secteurs d'activité dans lesquels on est amené à travailler. Nous, on est tous un peu baignés dans un environnement tertiaire où effectivement, on a une approche, si j'ose dire, un peu plus exigeante de ce côté-là. Dans les entreprises, il y a encore beaucoup, et notamment dans l'industrie, de préoccupations sur des risques professionnels. Voilà, je pense avant tout, par exemple, sur les troubles musculo-squelettiques, où on va avoir des attentes très précises liées au poste de travail et aux tâches manuelles, même si elles demandent de la compétence, qui sont effectuées au quotidien. Donc, il faut qu'on soit bien conscient qu'il y a vraiment différents niveaux de ce côté-là. Après, pour répondre plus clairement à votre question, c'est clair aujourd'hui que les ressources humaines qui sont les décideurs de la mise en place d'une protection sociale n'ont pas vraiment aujourd'hui d'exigence. C'est-à-dire qu'ils sont plutôt à l'écoute des propositions qu'on peut leur faire. Quand je dis nous, c'est l'ensemble des acteurs sur le marché. Donc, grosso modo, on va avoir deux grandes catégories. Je ne vais pas vous faire le catalogue, je vous rassure. Deux grandes catégories d'intervention. On va avoir, entre guillemets, des prestations de services, donc en clair, plutôt orientées sur le confort et le bien-être. Le style classique de la séance de chiropraxie qu'on organise à la sortie de la cantine, ça peut être ça. C'est très utile, mais ça reste quand même plutôt une prestation de confort. Et puis la problématique plutôt liée au risque grave de maladie. Une des problématiques majeures, par exemple, c'est le retour à l'emploi d'une personne ayant été atteinte d'une maladie grave. L'exemple le plus frappant, c'est quelqu'un atteint d'un cancer qui, à un moment donné, a dû se soigner et poursuivre son traitement, quitter l'entreprise et ensuite, pour revenir, a besoin d'un poste aménagé. Donc ça, c'est les deux grandes familles de préoccupations qui sont chez les ressources humaines. Et très concrètement, le choix, il sera fait à partir de ces propositions-là et il sera ensuite proposé aux collaborateurs dans l'entreprise sans vraiment qu'on les ait, si j'ose dire, sondés au préalable sur leur véritable attente. Il faut être très réaliste aujourd'hui. On propose et les utilisateurs vont sélectionner ce qui les intéresse ou ce que leur situation exige sans véritablement avoir eu un rôle proactif dans le domaine qui nous intéresse là. Alors évidemment, après, il y a d'autres aspects, comme par exemple le télétravail ou des choses comme ça, qui sont aussi et qui contribuent aussi, à un moment donné, à favoriser, paradoxalement, l'adhésion à l'entreprise, parce que ça permet de travailler dans de meilleures conditions. Et voilà, donc très modestement, la réalité aujourd'hui, elle est là, même si tout le monde a un discours RSE sophistiqué, parce que ça fait bien dans le rapport annuel. Très concrètement, la réalité, elle n'est pas là pour l'instant. En tout cas, nous c'est ce qu'on vit au quotidien. Ça se travaille encore, c'est encore à travailler, je pense, oui. Alors, par exemple, justement, vous avez parlé du cas de la personne qui doit revenir à reprendre son travail et on doit aménager son poste. Alors, donc, si je comprends bien, vous avez un produit d'assurance qui permet à l'entreprise de prendre en charge ce poste-là. Comment ça se passe ? J'ai envie de savoir. Voilà. Mais c'est tout à fait légitime. Alors, très concrètement, il y a plusieurs niveaux d'intervention par rapport à ça. C'est-à-dire que
le retour d'une personne qui, à un moment donné, a eu une maladie grave et a quitté l'entreprise, il y a déjà une prise de conscience de ses collègues et collaborateurs et patrons, enfin chefs, qui est qu'on ne peut pas exactement lui demander la même chose qu'avant, qu'elle doit et qu'elle a besoin d'aménager son temps de travail, qu'elle n'a pas forcément les mêmes capacités physiques de travailler. Donc il y a tout un travail de compréhension de la situation, et donc ça passe par de la formation, par des stages, par des stages de sensibilisation, pour que la personne ne culpabilise pas, ou même pire encore, essaye de faire croire ou penser elle-même qu'elle a les mêmes capacités que précédemment, alors qu'elle a besoin d'une période de convalescence, si j'ose dire, avant de retrouver toutes ses capacités. Donc il y a à la fois le problème d'aménagement, entre guillemets, de son environnement en tant que collaborateur et responsable hiérarchique, et puis il y a aussi l'aménagement plus simple, techniquement plus simple, de l'aménagement du poste de travail. Alors ça peut aller, on nous a demandé parfois des rehausseurs d'écran dans des bureaux, parce qu'à un moment donné, il y avait une fatigue visuelle qui était déclenchée parce que les écrans d'ordinateur n'étaient pas au bon moment. Donc c'est des choses très concrètes. Après, on pense tous à l'aménagement des postes de travail pour pouvoir faire circuler une personne en fauteuil. Mais finalement, il y a des cas plus simples et qui touchent plus largement les gens, donc sur lesquels on nous demande une participation. Alors la participation, elle est demandée à la fois en apport en compétences techniques, alors pour être très honnête, qui sont rarement dans la compagnie d'assurance, qui sont entre guillemets avec des partenaires extérieurs spécialisés. Et puis aussi l'autre aspect, c'est le financement, évidemment, qui nous est demandé aussi en parallèle, quoi. Alors il y a une question qui me vient à l'esprit que j'aimerais partager avec vous tous. En fait, c'est l'idée de se dire que la question du bien-être et la santé au travail, il y a les volets obligatoires qui sont mis en place, etc. Et dans les solutions qui sont apportées, l'entreprise y travaille vraiment, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais je me demandais s'il n'y avait pas parfois peut-être une difficulté à concilier le temps de l'entreprise qui demande quand même un rythme accéléré, et le temps de la mise en place et même de l'ingérence de ces méthodes, de ces outils de bien-être pour les salariés qui peut être un peu plus lent. Je ne sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas cette... On ne peut pas être confronté à ces deux rythmes. Pour être bien, il faut aussi un rythme, il faut un temps. Mais le temps de la productivité, il est autre. Le temps de la productivité est autre, et le temps de l'appropriation, effectivement, est beaucoup plus long. Et plus lent. Et j'ai découvert un endroit pas très loin de Strasbourg, à Lampertheim, qui est un espace de coworking qui s'appelle Cook. Et c'est assez intéressant parce que du coup, ils ont une approche justement en disant on va pas forcer les gens, on va laisser les gens s'approprier les messages de prévention. Et donc, ils ont un lieu où ils ont disposé vraiment des initiatives. Il y a une salle de sieste, par exemple. Il y a un descriptif des positions à prendre quand on travaille devant un ordinateur. Il y a un certain nombre d'outils qui sont mis comme ça, et ils reçoivent des entreprises pour des séminaires d'une journée où ils leur proposent de participer à une activité physique sur un circuit de 1, 3, 5 km, de faire à midi eux-mêmes leur déjeuner avec une nutritionniste qui va leur expliquer pourquoi on fait ça, pourquoi on prend cet ingrédient, etc. Et quand ils discutent avec eux, ils disent nous, on force personne, on met des outils à disposition. Après, charge à chacun de s'approprier ce qu'il a envie de s'approprier et de le ramener dans l'entreprise. Et quand il le ramènera dans l'entreprise, peut-être qu'il va en parler à ses collègues, et peut-être que ça va faire effet boule de neige. Mais effectivement, les temps ne sont pas les mêmes, et je pense que le temps d'appropriation est effectivement pas le même. Mais on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Les entreprises doivent être acteurs, mais la personne en elle-même doit être aussi acteur. Et donc c'est les deux. Il faut qu'il y ait une vraie volonté de l'entreprise, mais il faut aussi que les salariés se l'approprient et l'intègrent dans leur pratique. Et donc le tout, c'est d'être conscient de cette différence de temps pour ne pas créer de la frustration, de la tension, donc du mal-être finalement. Exactement. Alors Emmanuel Hoff, est-ce qu'une campagne comme celle-ci, en imaginant qu'on l'instaure dans les entreprises, en quoi participe-t-elle au bien-être, santé au travail? Alors, pour répondre à la dernière question et à celle-là, d'accord. De mon côté, j'essaie toujours de définir
l'envie et le potentiel. L'envie, c'est-à-dire que chaque action qui se diffuse dans une entreprise est une question de personne. Il faut qu'il y ait à un moment donné une personne ou un groupe de personnes qui ait envie de faire quelque chose. Ensuite, le potentiel, c'est est-ce que je suis prêt à pouvoir l'entamer, et si je ne suis pas prêt, de quelle manière est-ce que je vais l'entamer grâce à des acteurs externes ou internes. Nous, on intervient avec Savoir c'est guérir quand, en interne, et c'est souvent le cas, on ne sait pas comment faire. Ouais. On ne sait pas par quel bout de la lorgnette prendre la problématique et de se dire mais j'aimerais, ou je sais que c'est bon pour moi, ou je sais que c'est bon pour mon résultat, mais je ne l'ai jamais fait, donc je ne sais pas le faire. Et Savoir c'est guérir a la capacité en fait de construire et de grandir avec ses publics et avec ses partenaires. Donc nous rentrons dans l'entreprise, nous cherchons une équipe cœur au sein de l'entreprise, c'est-à-dire une équipe qui a l'autorisation de prendre du temps pour se pencher sur la question, qui a le nombre des compétences nécessaires pour le faire. Et on se penche dans ce périmètre de cette entreprise, où on en est, qu'est-ce qu'on doit faire pour avancer et quelles sont les premières actions. Et ensuite, on apporte des messages déjà faits, donc on n'a pas besoin de retravailler les choses pour se dire j'ai envie de le faire, comment j'y vais pour la première fois, et nous on a des outils déjà faits, déjà prêts pour y aller rapidement. Et on fédère petit à petit l'équipe cœur élargie, l'ensemble des collaborateurs, on implique les décideurs, parce que c'est eux qui donnent le là, pardon, c'est peut-être un bon jeu de mots, mais en tout cas qui donnent en tout cas la tonalité pour qu'on dise j'ai envie de vous soutenir, je donne les moyens pour que vous le fassiez. Et nous, en fait, comme on connaît le monde de la santé et le monde de l'entreprise, on connaît les intérêts partagés et on essaye d'apporter l'équilibre adéquat pour que chaque partie prenante de l'entreprise puisse dire oui en même temps. Philippe Lison, je vous vois sourire et opinion du chef, vous vouliez peut-être intervenir là-dessus ? Non, mais je partage tout à fait le fait qu'il faut absolument avoir, entre guillemets, des pilotes ou des promoteurs au sein de l'entreprise. Et c'est une des difficultés, justement, quand la décision est descendante. Et c'est là où on ne peut pas véritablement imposer. Ça peut parfois être une problématique. J'ai en tête, par exemple, la problématique des gestes de premier secours. Oui. Dans l'entreprise, c'est de plus en plus une attente. Qui est que les collaborateurs puissent intervenir si jamais un de leurs collègues fait un malaise. Donc tout le monde comprend bien l'intérêt. Alors le premier réflexe, c'est d'installer des défibrillateurs partout. C'est bien, sauf que personne ne sait s'en servir, même si c'est pas compliqué, ou en tout cas a peur de s'en servir, ce sera plutôt la vraie réponse. Et donc, il manque ce geste de la personne qui va effectivement apporter la bonne parole. Et ça, c'est quelque chose de très compliqué à mettre en œuvre, parce que c'est coûteux en temps, vous avez parfaitement raison, mais ça, on arrive assez vite à régler le problème, mais ça demande effectivement à une organisation, une implication qui va être parfois très longue selon la taille de l'entreprise, si on veut que les formations ou les apports soient satisfaisants pour peut-être un résultat, je l'espère d'ailleurs, qui ne servira jamais, parce que peut-être qu'effectivement, dans la pratique, chaque individu qui aura été formé n'aura pas à intervenir très concrètement, quoi. Mais moi, je vais rester sur les gestes de premier secours, parce que c'est l'exemple que je vais vous donner est tout à fait frappant. Cette fois-ci, dans mon entreprise, on a un club, comme dans beaucoup d'entreprises, un club sportif qui a une section cycliste. Et cette section cycliste est partie faire une balade tous ensemble. Il y avait une quinzaine de personnes. Et malheureusement, il se trouve qu'un des collègues a fait un malaise. Et parmi les 15 personnes qui étaient autour sportifs, qui étaient avec elle, aucun ne connaissait les gestes de premier secours. Fort heureusement, quelqu'un qui passait par là est intervenu, a pu pratiquer ces gestes et a très concrètement sauvé la vie de notre collègue. Évidemment, maintenant, dans l'entreprise, on veut absolument développer cette opération parce qu'on s'est rendu compte de ce besoin, mais en l'occurrence, qui n'est pas un besoin lié au monde du travail. C'est juste un besoin d'épanouissement ou d'amélioration de la compétence, si on peut dire, de l'individu à travers l'outil social qu'est l'entreprise. Et ça, c'est aussi un volet sur lequel on peut être amené souvent à travailler. Donc pour le bien-être de la personne, à titre personnel, en utilisant l'entreprise simplement comme un cadre d'accueil de ces approches. Et face à une urgence. Fanny, vous disiez tout à l'heure que vous aviez une démarche collaborative autour de questions de bien-être. Donc moi, ce que j'ai entendu, c'est une forte implication des autres, finalement. Une implication pour qu'ils définissent le cadre, les solutions qu'ils ont envie d'établir sur une question de bien-être.
Est-ce que c'est simple, ça, à faire ? Non, je pense que c'est pas simple. Déjà parce que dans le milieu associatif, on va avoir souvent un manque de budget pour certaines opérations qui sont très importantes. Par exemple, les groupes d'analyse de la pratique, des choses essentielles. Voilà. Pour le bien-être psychologique des équipes, par exemple, qu'on peut retrouver dans tout le milieu du médico-social. On a vraiment un besoin de se retrouver, de prendre le temps, de prendre du recul aussi sur les situations compliquées. Donc je pense qu'il peut y avoir ce manque d'argent, peut-être aussi dans le milieu associatif. Et puis après, se donner le droit, parce qu'il y a aussi un sentiment de culpabilité assez fort quand on travaille avec de l'humain, oui. à se dire j'accepte à ce moment-là de prendre le temps de m'arrêter parce que moi-même je me mets en danger, peut-être oui. Ma santé elle est en danger. Donc je pense que c'est une vraie responsabilité de chacun d'avoir la conscience de se dire là je suis pas la bonne personne ou plus la bonne personne pour agir, ou j'ai besoin des autres, ou je sais aussi m'arrêter. Donc je pense aussi c'est être responsable soi-même, être acteur, mais être responsable aussi de soi. Voilà. Après, c'est pas évident, non ? Oui. Non, c'est pas évident. Enfin, en tout cas, moi, de ce que j'entends de vous tous, j'aurais envie de dire, c'est finalement l'entreprise aujourd'hui, quels que soient les outils, quel que soit le lieu, est-ce que c'est la RSE, est-ce que c'est la RH, quelle que soit la réflexion qu'on peut avoir dans l'entreprise, il y a peut-être quand même aujourd'hui, nous vivons une époque où il y a cette réflexion que l'être humain, enfin le salarié, doit penser aussi à sa ressource santé finalement. Et l'entreprise, comme l'entreprise va l'aider également avec un certain nombre d'outils de réflexion et de cadres à l'accompagner dans cette réflexion sur sa ressource santé, sa ressource bien-être. Et puis l'entreprise également dans cette obligation. Il me semble que nous sommes maintenant dans cette époque-là. C'est bien le cas ? Et si ce n'est pas le cas, vous le dites, vous donnez votre avis. Alors si... ressources humaines, c'est aussi ressources santé. Il ne faut pas tomber du coup dans un travers qui peut être un raccourci pour l'entreprise de voir le prisme du bien-être du salarié comme un gain de productivité. Je pense que les gens le sentent de toute manière si ce n'est pas un vrai engagement et si c'est juste un feu de paille pour cacher un besoin d'augmenter la productivité. Ils savent si c'est, comme on dit, de la com. Ouais, ou si c'est, Il faut vraiment que ce soit un engagement de l'entreprise et de l'entreprise dans toutes ses dimensions. La direction, on l'a dit, mais aussi des employés. Et pour qu'on trouve ensemble des solutions et un engagement collectif. Et j'aime beaucoup la notion d'intelligence collective. Je pense qu'on est dans cette période-là où c'est l'intelligence collective qui va amener des réponses futures pour l'évolution aussi de la société de manière plus générale. Voilà. Emmanuel Hoff, peut-être un mot là-dessus ou autre chose, un mot de la fin ? Tout à fait. En fait, aujourd'hui, on croise deux choses. La première, et je vais utiliser des mots barbares du marketing, on a basculé du storytelling au story doing. Yes. C'est-à-dire qu'avant, les consommateurs, les employés, les salariés, les parties prenantes de l'entreprise avaient juste besoin du discours pour croire en quelque chose et suivre la dynamique de l'entreprise. Aujourd'hui, malheureusement pour elles, les gens attendent la réalité du discours. Les faits. Quelle est la preuve qui me dit que ce que tu me dis est vrai ? Et ça croise avec une autre chose. Trouver des talents qui vont venir travailler dans son entreprise, c'est une chose. Les garder en est une autre. La marque employeur, le RH, la stratégie, non pas de favoriser la recherche de nouvelles compétences, mais d'améliorer et de donner envie aux compétences et aux salariés et aux humains à l'intérieur de soi, qu'ils aient envie de grandir et de faire grandir l'univers autour de lui en même temps, est une épreuve, un challenge et quelque chose de hautement vital pour toutes les entreprises. Donc le principe, c'est de se dire comment est-ce que je donne envie aux gens d'avoir envie de rester ici, non pas pour moi, mais pour eux et pour elles aussi. Et ce challenge-là, c'est bien sûr se poser enfin la question de est-ce que ta place, elle est agréable ? Est-ce qu'elle est vitale ? Est-ce qu'elle est acceptable ? Si non à une de ces questions, de quelle manière est-ce qu'on peut, et je redonne vital, je vais créer un nouveau mot, vitalement, je fais les choses pour que ce soit une réalité, pour que je sois au mieux de ma forme, de mon bien-être et du mon mieux-être en entreprise. Merci. Philippe Lison, juste un mot de la fin, peut-être. Un message que vous aimeriez peut-être passer avant de rendre le micro. Alors, très concrètement,
je reste persuadé que le cadre de l'entreprise ne peut être qu'un cadre facilitateur, mais certainement pas, enfin à mon avis, une structure qui peut imposer une approche ou une prise en main ou une prise de conscience de l'individu dans l'entreprise. Ça, c'est plus comme ça que l'entreprise fonctionne. C'est vrai que ça a vécu cette approche-là, et que après sur la notion de qualité de vie au sein de l'entreprise. Moi, je crois que les collaborateurs, quelle que soit la structure, sont tout à fait conscients qu'ils sont quand même dans un challenge de compétitivité. C'est-à-dire qu'ils savent bien que l'entreprise, c'est pas le Club Med, quoi. Enfin, sauf ceux qui travaillent au Club Med. Mais vous m'avez compris. C'est-à-dire, très concrètement, on vient pour produire une certaine quantité de travail intellectuel ou physique avant tout. Donc il ne faut pas penser que les collaborateurs d'entreprise n'ont pas du tout conscience de ça. Donc ils demandent simplement à choisir leur accompagnement, et franchement aujourd'hui, moi je pense qu'il y a encore un vrai gap de ce côté-là. C'est-à-dire qu'on a des solutions qui s'imposent ou qui s'imposent à eux. Et je pense que la vraie évolution demain, c'est de leur permettre de choisir, leur permettre de contribuer à s'organiser comme ils l'entendent et sur les thèmes qu'ils veulent faire. Enfin, faire un terme qui est un peu galvaudé, mais faire de la co-construction, si j'ose dire, de leur bien-être, pour qu'ils soient pérennes, justement. Parce que sinon, on va très vite tomber dans la gadgetisation, qui fera encore une fois beau dans un rapport, mais qui ne sera pas efficace dans le temps. Fanny Lancharet. Du coup, moi, je terminerai plus par dire que je pense le bien-être et la santé... Le micro tout près. Voilà. Pardon. Ouais. Je pense que la santé, c'est quelque chose qui va être au-delà du travail, qui va venir bien avant. Et je pense que c'est des sujets qu'on doit aborder plus tôt, déjà à l'école, chez les petits. Et ensuite, pour toute la jeunesse qui vient après, j'ai travaillé longtemps avec des jeunes de 16 à 25 ans où les questions de santé mentale étaient très omniprésentes. Et je pense que c'est là aussi où il faut intervenir et mettre au centre, je pense, les questions de valorisation, d'utilité, sentiment d'utilité, et de mettre du sens aussi dans ces actions. Donc je pense que si on arrive à travailler en co-construction, en mettant du sens dans ces actions, on est plus heureux aussi. Être heureux dans son travail, c'est aussi parler de bien-être, je pense. Donc il y a pas mal d'actions citoyennes qui se passent dans une ville comme Strasbourg, et je pense que c'est ces actions-là qu'il faut pouvoir valoriser. Et les suivre. Alors Emmanuel Hoff, moi je vais rendre le micro, donc merci à vous, merci d'avoir accepté de répondre aux questions, de nous avoir enrichis aussi avec vos expériences respectives. Donc Emmanuel Hoff, moi je te rends le micro puisque tu es le cofondateur de cette campagne. Il y a peut-être un message final, ou pas, je ne sais pas, tu te débrouilles avec ça. Merci Nadia. Je vais terminer pour un message peut-être à l'auditoire qui nous regarde en direct ici du marché off de Strasbourg. C'est que d'habitude, quand on est porteur d'une maladie, c'est parfois négatif. Aujourd'hui, vous pouvez être porteur d'un message positif qui est de dire à ceux que vous aimez d'aller se dépister et de devenir, grâce à ce message, ce qu'on appelle chez nous un super-héros du quotidien. Et si vous voulez nous aider tout de suite, là maintenant, nous avons une borne interactive au fond de ce dôme où vous pouvez répondre à des questions sous forme de vidéo que vous pourrez peut-être partager sur vos réseaux après. Et surtout, que ce soit maintenant, dans la minute, dans les 5 minutes ou dans l'heure, les personnes que vous aimez le plus, ou le moins, en tout cas celles que vous côtoyez, dites-leur simplement que ce genre de maladie comme l'hépatite C, on peut encore en mourir. Mais c'est plus grave parce qu'en le sachant, si on est porteur, on peut en guérir à 100%. Et le message qui doit prédominer aujourd'hui, c'est le dépistage. Il est encore temps d'y aller aujourd'hui pour quelques moments. Mais juste savoir que l'on est porteur de cette maladie, c'est savoir que l'on va en guérir. Et Frédéric, tu voulais me dire encore quelque chose? Tu veux prendre le... Non. Alors, je clôture. Merci. Savoir, c'est guérir. Ça veut dire savoir que l'on est porteur, c'est être en bonne santé. Et que le dépistage de l'hépatite C aujourd'hui, c'est aussi le dépistage du sida, de l'hépatite, des autres hépatites. Et vous pouvez vraiment vous faire du bien et ceux que vous aimez en allant vous dépister. Donc faites comme nous, allez vous dépister et dites-le à vos amis, à vos amours, à vos voisins. Il y a encore des places pour se faire dépister. Vous pouvez vous faire dépister maintenant encore. N'hésitez pas à aller juste à ma droite, à votre gauche pour demander le dépistage. Et je remercie tous nos partenaires
Merci au Fab Lab qui nous ont confectionné des belles pièces pour les cadeaux et décorer les sapins de Noël aujourd'hui pour les enfants. Merci à Nouvelle Cuisine pour la borne interactive. S'il vous plaît, allez répondre aux questions sous forme de vidéo, ça va vraiment nous soutenir. Et merci à la CRES, à la Chambre de consommation d'Alsace et au marché off de nous accueillir dans ces conditions dans lesquelles ils vous accueillent aussi. Très bonne soirée et dépistez-vous surtout. Any town of any thought, I'll be your guide. For every street of any scene, any place you've never been, I'll be your guide. Living